Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la conférence de Jean-Pierre Sergent, donc un artiste qui est présenté, dont l'œuvre est présentée dans l'exposition 25 ans d'acquisition, qui se présente au deuxième étage. Donc c'est même l'œuvre qui est en préambule, hein, c'est la première œuvre qu'on voit dans la cage d'escalier. Alors, petite présentation, mais après Jean-Pierre Sergent pourra lui-même davantage présenter son œuvre. Il est né à Morteau, il étudie l'architecture à Strasbourg et la peinture à l'école des Beaux-Arts de Besançon. Et puis il a une carrière internationale. En 1991, il s'installe à Montréal et en 1993 à New York. Et puis il choisit de revenir en France en 2005 à Besançon où il installe son atelier. Alors c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup sur des différents types de supports. Pour de la peinture, de la sérigraphie, alors des supports originaux comme l'isorel, comme le plexiglas, également sur des objets trouvés. Donc un art de l'expérimentation. Il en parlera certainement de la série des Mayan Diary, élaborée entre 2001 et 2003, donc une série d'images au format carré. Donc, une œuvre est présentée dans l'exposition, un ensemble qui est exposé dans plusieurs galeries et centres culturels new-yorkais. Et en 2011, l'artiste bénéficie d'une exposition monographique au Musée des Beaux-Arts. Et entre 2019 et 2023, l'artiste présente son œuvre monumentale de peinture sérigraphiée sur plexiglas au Musée de Besançon, intitulé Les 4 piliers du ciel. Alors aujourd'hui, son travail est largement diffusé en Europe, mais également au Canada, aux États-Unis et depuis 2016 en Chine et également en Iran. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe du musée. Et je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Et je vais vous présenter quelque chose qui a à voir avec mes influences hindoues, parce que je suis très fasciné par les cultures indiennes. Donc je vais venir à l'ordinateur et je vous parlerai de ça. Donc ma conférence s'intitule « La Shakti et le vide métacosmique ». Shakti, c'est un terme indien qui signifie pouvoir, puissance, force. Dans le tantrisme, ce mot désigne l'énergie féminine, le principe actif de la force qui anime aussi bien l'univers que tous les êtres vivants qui le peuplent. Et le vide métacosmique, c'est une notion que j'ai tirée d'un livre de Ajit Mukherjee, qui est un grand spécialiste du tantrisme. Et dans un de ses livres, il y avait cette peinture du vide métacosmique. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment subjugué, qui m'a interrogé, parce que ça montrait quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant. Donc je parlerai un peu de ces notions-là. Donc, la partie 1 que je voulais présenter, c'est dans le vide. Et j'ai fait une citation de Tolstoï, parce que je lis beaucoup de romans russes, et je trouve ça parle de l'œuvre d'art, rapport au public, et comment est-ce qu'une œuvre d'art peut changer notre vie. Donc, une véritable œuvre d'art détruit, dans la conscience du spectateur, la séparation entre lui-même et l'artiste. L'art élève l'homme de sa vie personnelle à la vie universelle. C'est vrai que quelquefois, dans l'art, il nous arrive de rentrer dans des univers fascinants qui ne nous appartenaient pas, qu'on ne connaissait pas auparavant, et ce sont des nouveaux espaces. Donc je parle de l'art européen. J'ai toujours beaucoup aimé cette petite peinture de Rembrandt qui est au Louvre, et chaque fois que j'allais le voir, cette peinture, il y a une dimension totalement métaphysique, mais aussi une grande finitude et infinitude. C'est-à-dire que l'homme est inscrit dans le présent et dans son avenir. L'avenir du vieillard, c'est de mourir. Et c'est cette présence au monde dont j'aimerais parler dans le vide. Bien sûr, Rembrandt est fabuleux parce qu'il y a, pas tout, systématiquement, mais dans beaucoup de ses œuvres, il y a une présence incroyable. Et ça, c'est un peintre américain que j'adore, qui s'appelle Barnett Newman. Et c'est une œuvre qui est à Beaubourg.
Et depuis mes années, quand je vivais en France, j'allais parfois à Beaubourg. Et j'ai toujours été fasciné par cette toile parce qu'en fait, pour moi, elle représente un peu ce qu'on pourrait dire au milieu Dieu et à gauche, à droite, l'homme et la femme, positif, négatif. C'est une synthèse d'énergie également. Et aussi, c'est un grand format. Et j'ai compris les grands formats seulement en arrivant aux États-Unis parce que, par exemple, à Montréal, on a l'impression que le ciel est immense. L'espace est beaucoup plus grand que ce qu'on peut connaître en Europe. Et voici un autre artiste américain. Vous comprendrez que je suis beaucoup influencé par les artistes américains. Et qui s'appelle Maurice Lewis. Et lui travaillait aussi de cette manière-là, avec le vide et la couleur qui remplissait comme... On peut sentir comme une angoisse existentielle aussi là-dedans. Où ça se situe? Est-ce que ça se referme, ça s'ouvre? C'est une interrogation. Et il travaillait des couleurs primaires et du magna. C'était un mélange de peinture avec de l'acrylique et de l'huile, un mélange d'acrylique et d'huile. C'était fait dans les années 50. Et ce sont vraiment mes influences. Les peintres américains m'ont beaucoup influencé, bien sûr. Et une toile de Jackson Pollock qui était à Beaubourg aussi. J'ai toujours été fasciné par cette toile parce que quelque part c'est le vide et c'est le plein. C'est le vide qui remplit le plein. C'est un peu l'instant de la mort, c'est un peu un moment cosmique et tout à la fois sexuel, puisqu'on peut ressentir le blanc comme le sperme qui jaillit dans la vulve d'une femme. C'est mon interprétation. Et voilà, au final, pour les artistes occidentaux, Yves Klein, Le saut dans le vide, 1960. Et Yves Klein avait beaucoup voyagé au Japon, je crois, et il s'intéressait au bouddhisme, et il faisait les arts martiaux aussi. Donc le vide, c'est aussi une notion qui l'habitait pleinement, et c'est une photo qui est magnifique. Ils étaient 5-6 artistes à tenir une couverture pour pouvoir l'accueillir à la fin de son saut, parce que bien sûr, personne ne peut voler, sauf les oiseaux. Voilà. Partie 2, c'est la Shakti, le tantrisme et l'irradiance sexuelle. Les petites gouaches hindoues, des petits extraits des Upanishads. Le livre des Upanishads, c'est un pavé qui fait 1600 pages, je crois, et que j'ai lu, ça m'a pris 2 ans pour le lire, et c'est plein d'enseignements intéressants. Et donc, je commence par une phrase de Godard. Il faut montrer la réalité des choses. Et dans mon travail, c'est un peu ce que je montre, parce que je reprends des images préexistantes et que je retravaille, qui peuvent être des images de pornographie, des images religieuses. Et ça montre une réalité des choses qui parfois dérange. Et donc mon but en tant qu'artiste, c'est sortir de l'esthétique érotique pour entrer dans la vie et ses énergies vitales propres. Sortir de ce concept pour perdre, en quelque sorte, l'idée réductrice d'érotisation et entrer dans la structure même du vivant, spiritualiser avec les dessins orgiaques et les patterns des structures archaïques ou religieuses. Vous comprenez un peu ce dont il sera question tout à l'heure. Et ce week-end, j'ai pensé à cette conférence et je me dis, mais il faut absolument que je cite ce poème de Le Comte de Lille, je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est tellement à point avec ce que nous vivons actuellement, ça dit tellement de choses importantes. Donc voilà son poème. Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein, plus vieux, plus décrépit que la terre inféconde, châtré dès le berceau par le siècle assassin, de toute passion vigoureuse et profonde. Votre cervelle est vide autant que votre sein, et vous avez souillé ce misérable monde d'un sang si corrompu, d'un souffle si malsain, que la mort germe seule en cette boue immonde. Homme, tueur de Dieu, totalement vrai, les temps ne sont pas loin où, sur un grand tas d'or vautré dans quelques coins, ayant rongé le soie nourricier jusqu'aux roches, ne sachant faire rien, ni des jours, ni des nuits, noyé dans le néant des suprêmes ennuis, vous mourrez bêtement en emplissant vos poches.
j'ai découvert ce petit poème sur Twitter. Ça m'a profondément marqué parce qu'il parle d'une vérité qui instille chez nous ce dégoût de vivre quelque part. Et donc voici en Inde, c'est une petite peinture hindoue, c'est la Nayika, incarnation de l'amour de toutes les créatures, miniature d'album du Rajasthan 1780. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est plein de détails. Ce sont en fait des scènes orgiaques avec des animaux, des femmes. C'est un peu ça décrit de la bestialité. Et donc, je parle ici de Kali, la noire, la Shakti, le tantrisme, mythe, rite métaphysique de Jean Varenne. C'est un livre très intéressant que je suis en train de lire. Kali vient passer là la nuit à boire et à danser avec ses compagnons favoris, vampires, revenants, fantômes et gnomes de toute espèce, qui se livrent entre eux aux jeux sexuels les plus divers, y compris toutes les formes de bestialité et de nécrophilie. Malgré les apparences, rien de démoniaque pourtant dans cette évocation. Les fidèles de Kali, qui prient chaque jour devant l'image d'une déesse noire, dégoûtant de sang, ivre et dansant sur le corps d'une femme, en lançant un cadavre, vénèrent en fait celle qui permet de traverser la mort, d'aller au-delà du drame de l'interruption de la vie et son décor épouvantable pour atteindre le séjour bienheureux d'où l'on ne revient pas. La danse de Kali, qui fait écho à la danse cosmique de Shiva, est une danse de joie. Elle est le signe de la victoire sur le mal par excellence qu'est la mort. Et en fait, mon travail, c'est aussi c'est une espèce de danse de joie contre la mort. Et vous voyez un peu cette petite miniature hindoue. Donc là, on voit Kali qui se décapite et qui copule avec Shiva. Et donc, il y a des animaux, il y a le sang qui jaillit de partout, il y a des oiseaux. Et c'est un ensemble métaphysique. C'est quelque chose qui me parle énormément. Ici encore, on la voit, qui se décapite. Il y a toujours des crânes de mort, elle porte toujours des crânes de mort. Et ici, encore une fois, c'est une peinture de Kathmandu, au Népal. Donc les dieux sont surpuissants et ils sont créateurs de vie et d'harmonie au travers de la sexualité. Voilà, ce petit détail, c'est magnifique. Donc, je vais citer quelques textes des Upanishads. Donc, il y a l'Annapurna. Dans le monde, quel que soit l'objet que l'on considère, il ne s'agit que d'un processus vibratoire de la conscience et non d'une entité permanente. Le Tripa Vibhuti Maranarayana, salutation aux divinités, c'est le désir qui accomplit l'acte. Le désir a commis l'acte, c'est le désir qui est l'auteur de l'acte et non moi. C'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilité de l'humain envers la sexualité. C'est le désir qui agit et non moi. C'est le désir qui force l'auteur de l'acte à agir et non moi. Ô désir fascinant dans la multiplicité de tes formes, agrée cette oblation que je t'offre. Salut. Le yoga Kundalini, puis elle se perce un passage à travers le nœud de Ruda et ensuite à travers les 6 lotus. Alors la Shakti jouit de l'union avec Shiva dans le lotus aux 1000 pétales. Cet état doit être reconnu comme étant le plus haut, qui soit le seul qui octroie la béatitude finale. Yoga Tattva, comme le parfum dans la fleur, comme le beurre dans le lait, comme l'huile dans la graine de sésame, comme l'or dans la pépite, il est un lotus dans la cavité du cœur et se tourne vers le bas, tandis que la satige s'élève, son essence bindu s'écoule vers le bas et en son centre se trouve le mental.
mandaka. De la joie jaillit toute création, par la joie elle est soutenue, vers la joie elle procède, et à la joie elle retourne. Je pense que cette idée de créer dans la joie est très importante, parce que ici on ne travaille plus que dans la souffrance. Ici vous voyez quelques premières sérigraphies utilisant des images hindoues que j'ai faites à New York en 1997. Donc c'est l'acrylique sérigraphié sur papier. Papier de riz japonais. On voit un sexe masculin qu'un sexe féminin et aussi c'est une parure de femme tantrique. C'est fait avec des os humains. Et là, c'est un schéma qui notifie les kalpas, ce sont les cycles du temps hindou. Ça, c'est mes travaux actuels. Karma Kali, Sexual Dreams and Paradox, de 2024. Donc c'est très érotique, avec quelques mots obscènes parfois. Aussi. Ce sont des images pornographiques que j'ai récupérées et que j'ai retravaillées, qui sont inscrites par exemple là avec des images d'étoiles égyptiennes. On va peut-être couper les caméras.